te remercie, puis ça nous permet de passer justement à l'intervention d'Hélène. C'est une très bonne transition, puisque on parle des data et des notions. Hélène va essayer de nous expliquer comment elle fait, et comment vous pouvez faire aussi, même si vous n'avez pas toutes ces connaissances et compétences, pour trouver les bonnes informations scientifiques, où et comment chercher sur cet océan de data, les données qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre santé et comment nous soigner. À toi, Hélène. Merci Eric. Donc moi, quand Eric m'a demandé de parler de ça, j'ai dit avec enthousiasme oui. Puis après, il m'a demandé de parler de comment les thérapeutes de demain vont s'informer scientifiquement de manière indépendante. Après, je me suis dit oui, mais moi, je suis pas thérapeute et donc je sais pas trop comment ils s'informent déjà aujourd'hui. Puis je prépare pas l'avenir. Bon, donc je vais vous parler de mon expérience. Bon, aujourd'hui, en fait, vous avez tous entendu parler des moyens d'information des médecins et des thérapeutes. Bon, par exemple, vous avez entendu parler du quotidien du médecin où le docteur Maudru avait un blog qui lui a été supprimé. Moi, je connais un peu la revue Prescrire, qui est théoriquement indépendante de Big Pharma, mais en fait, qui est pas vraiment critique, surtout sur la politique sanitaire depuis 3 ans. Il y a le Journal international de médecine aussi, qui est très soumis à la doxa, mais quand même, on peut avoir dans les commentaires quelques infos critiques. Bon, moi, je sais qu'il laisse passer de temps en temps mes commentaires, donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis alors pour le grand public, il y a les émissions de radio, par exemple, j'ai un petit exemple de la méthode scientifique de Nicolas Martin. Il a réussi le 25 septembre 2020 à prétendre que le professeur Raoult racontait n'importe quoi et que le virus ne mutait pas. Et il a essayé de donner des arguments scientifiques, voilà. Donc enfin voilà, donc c'est un peu l'état de l'information officielle aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce que je connais, donc là un petit peu la recherche fondamentale et des publications scientifiques, donc dans les revues spécialisées. Alors, avant de parler de la recherche, déjà, il faudrait définir ce que c'est que la science, parce que je pense que maintenant on parle de la science avec un S majuscule, et en fait, on parle pas du tout de ce que c'est la science. En fait, la science, c'est pas une somme de vérité, c'est juste une production des connaissances, parce que les connaissances, c'est pas des fruits qu'on cueille dans un jardin, il faut les produire, c'est-à-dire il faut produire des théories, des hypothèses, essayer de les vérifier par des expériences, et quand les faits qu'on observe ne correspondent plus à une théorie, il faut la jeter à la poubelle, cette théorie. Sauf que ça prend vraiment beaucoup de temps souvent. Et tout ça, ça dépend. Enfin, c'est un peu expliqué par l'épistémologie. L'épistémologie, c'est l'histoire et la philosophie des sciences, qui est très peu enseignée en fait, aussi bioscientifiques aux médecins. On n'en parle pas beaucoup de l'histoire des sciences. On leur présente la science et la médecine comme une suite de dogmes, comme vous l'a dit Louis. Et en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que tous ces dogmes, ils sont sans arrêt remis en question au fil du temps. Et au fil des observations nouvelles. Et les théories, normalement, doivent être remplacées par une nouvelle théorie. Et donc, à ce sujet, il faut lire un livre qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques » de Thomas Kuhn, qui était un physicien, et qui a expliqué ce phénomène de comment la science se fait, comment la science normale, c'est-à-dire ce qui est admis, est très résistant justement aux nouvelles théories, et on a du mal à imposer les nouvelles théories. Donc lui, c'était un physicien, et malheureusement, il y a très peu de monde qui a fait ça pour la biologie. Je voulais vous parler d'un bouquin de Pierre Sonigo et Jean-Jacques Hupier qui s'appelle Ni Dieu ni gène. Ils ont fait un peu ça pour la biologie, pour la génétique et l'immunologie, l'interprétation de l'immunologie. Alors ce bouquin, Ni Dieu ni gène, c'est un best-seller, sauf que il y a beaucoup de monde qui l'a lu, donc, mais il y a eu aucun changement. La génétique, elle est toujours reine. L'immunologie, on continue à l'enseigner avec une théorie qui est complètement contraire à la théorie de l'évolution. Voilà. Et donc, pour un exemple en biologie justement, je vais vous parler de la théorie de l'évolution. C'est court, hein, n'ayez pas peur. C'est juste un exemple de théorie qui empêche l'avancée de la science. Darwin, donc, qui a écrit le premier livre sur la théorie de l'évolution, qui a créé cette théorie, il a proposé que l'évolution des espèces, elle se fasse de manière graduelle, c'est-à-dire qu'au cours du temps, il y a des petites modifications infinitésimales, et puis qu'au fur et à mesure des milliers d'années du temps géologique, finalement, les nouvelles espèces, elles apparaissent à la suite de ces petites modifications. Ça, c'est Darwin qui avait dit ça. Mais
tous les paléontologistes, tous les paléontologues, ils savent depuis toujours que, en fait, c'est pas ça qu'on voit quand on regarde la sédimentation des espèces. On voit que des individus, on voit qu'en fait, ils sont très stables. Les espèces sont très stables. Et puis tout d'un coup, il y a des changements très abrupts. Mais comme Darwin avait dit, il se peut que l'évolution des espèces soit très graduelle, eh bien, les paléontologues ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient, en fait. Ils mettaient ces observations de côté. Et il a fallu que Stephen Gould et Eldridge publient et se battent pour faire admettre la théorie de l'équilibre ponctué, c'est-à-dire justement que les espèces, elles sont stables, et tout d'un coup, elles évoluent, et il y a une autre espèce qui apparaît, pour que tout d'un coup, les paléontologues, ils voient ce qu'ils voyaient. Et ils se mettent à étudier ces espèces qui étaient stables et qui changeaient de manière abrupte. Donc vous imaginez une science qui est pas soumise à Big Pharma comme l'évolution, enfin comme la paléontologie. Cette science déjà, elle a du mal à mettre en cause une théorie qu'elle a admise. Donc vous imaginez une science comme la biologie, la vaccinologie qui est soumise à Big Pharma, à l'industrie, c'est carrément impossible. Et donc les scientifiques, en fait, ils peuvent pas voir ce qu'ils font, ce qu'ils voient. C'est pas forcément un problème de corruption, c'est que déjà ils peuvent pas voir, ils n'en sont pas conscients, quoi. Et donc la question c'est pourquoi il y a des scientifiques justement qui eux se mettent à voir ce qui voient, ce qui se passe vraiment, à tenir compte de l'observation. Eh bien, je pense que ça dépend beaucoup de l'histoire personnelle de chacun, je pense, de ses liens professionnels, mais l'histoire personnelle aussi. Bon, moi j'ai eu la chance j'ai fait un peu de recherche, pas très longtemps à l'INSERM, puis après j'ai arrêté, j'ai fait autre chose, mais je me suis toujours intéressée à la biologie et surtout la théorie de l'évolution qui m'a permis de revenir à la virologie, à l'immunologie, et donc j'avais déjà travaillé dessus quand les 11 vaccins pour les bébés sont arrivés, parce que je suis tombée par hasard dessus. Moi, j'avais aucune critique des vaccins avant ça. Pour moi, comme tous les, comme a dit ce qu'a dit Louis, à la fac, on nous en parle pas du tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enseignement. C'est quelque chose qui existe. Il y a les vaccins. On n'en discute pas. Et donc, en 2017, j'ai appris qu'il y allait y avoir 11 vaccins obligatoires pour les bébés et qu'il y avait des gens qui critiquaient ça. Je me suis dit, mais qui c'est ces gens qui critiquent ça? Ça peut être des complotistes. Mais j'ai quand même été voir parce que j'aime bien vérifier. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait quand même des gros problèmes déjà à l'époque, quoi. Donc j'étais prête quand la Covid est arrivée, à travailler sur la virologie et l'immunologie. Et alors je vais vous raconter juste une toute petite anecdote. Quand j'étais jeune chercheuse, je travaillais en pharmacologie anticancéreuse à Gustave Roussy, et le patron du labo, qui a fini directeur des sciences de la vie au CNRS, il nous disait à la cafétéria, moi je ne crois pas du tout à la pharmacologie anticancéreuse. Je ne crois pas aux médicaments pour soigner le cancer, mais simplement c'est les labos, c'est l'industrie pharmaceutique qui nous finance. Donc on fait des médicaments. Moi je crois à l'immunothérapie. Voilà. Et on voit que de nos jours, l'immunothérapie ça commence à prendre vraiment de l'importance et ça a l'air de bien marcher, quoi. Donc, vous voyez, tout de suite j'ai compris que il y avait un problème, quoi. Donc j'ai pas. Bon, après, pour d'autres raisons, j'ai pas continué dans la recherche, quoi. Voilà. Donc, pour dire que c'est vraiment une question d'histoire personnelle, pardon. Donc, j'ai commencé à écrire en 2019, je crois que j'ai publié un article dans l'EMSIP, donc l'Association internationale aux médecines scientifiques indépendantes à laquelle participe Eric. Et ensuite, j'ai continué parce qu'on m'a dit que ça avait intéressé les gens, et j'ai pu publier dans des revues internationales. Donc j'avais déjà publié à ma première époque de recherche, et donc là j'ai eu la chance de pouvoir publier. Alors comment ça marche la recherche? La recherche scientifique, elle est financée par des appels d'offres, c'est-à-dire que les chercheurs doivent décrire leurs hypothèses, les expériences qu'ils vont faire dans l'avenir, et soumettre des dossiers énormes. Alors en France, c'est l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ça leur prend beaucoup de temps et d'énergie, et ensuite, ils font la recherche et les publications qui en suivent exclusivement sur les thèmes et les précis qu'ils ont développés dans ces dossiers. Donc ils peuvent pas en sortir, quoi. Et évidemment, les thèmes qui sont acceptés, ils sont plutôt définis par l'industrie. Donc c'est assez limité. C'est pour ça que souvent il y a des gens au CSI, du public, qui nous disent mais pourquoi vous chercheriez pas sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins, ou qu'est-ce que fait ceci ou cela? De toute façon, déjà nous, on n'a pas de labo, on n'a pas les moyens humains, techniques, financiers pour
pour faire de la recherche, mais en plus, je veux dire, les scientifiques qui seraient dans des labos et qui voudraient le faire, mais ils pourraient pas parce qu'ils n'ont pas déposé des dossiers et puis, de toute façon qui seraient pas acceptés. Donc en fait, ces recherches-là, elles sont pas faites, quoi. Bon, alors ensuite, donc les chercheurs officiels, ils font leurs recherches, leurs hypothèses, ils observent des faits, et ensuite il va falloir publier les résultats. Et en fait, ce qui se passe depuis quelques années déjà, c'est qu'ils publient déjà sur des sites de préprint, c'est-à-dire ils sont pas relus par les pairs, par les autres chercheurs. C'est des sites internet, enfin c'est publié en ligne. Mais ces sites de préprint, ils appartiennent déjà à des grands groupes. Et l'exemple le plus frappant, c'est le site en biologie. Il y a 2 sites, c'est medRxiv et bioRxiv, qui sont financés par la fondation Chan Zuckerberg, donc la femme de Zuckerberg, le patron de Facebook. Donc déjà, il y a un premier tri. Tout ce qui est pas dans la doxa, c'est pas accepté, quoi. Bon, il y a un autre site qui est financé, ça appartient à Elsevier. Bon, celui de medRxiv, ça appartient à Cold Spring Harbor. C'est des grosses boîtes d'édition scientifique qui font vraiment beaucoup d'argent avec ça. Et voilà, c'est très très contrôlé. Alors, les chercheurs qui font un peu des recherches un peu qui sortent de la norme, ils essayent de se tourner vers d'autres sites de préprint qui sont plus indépendants mais moins consultés. Et dans certains, voilà, ils arrivent encore à déposer et à faire examiner leurs recherches par des pairs. Mais il n'y a rien qui est vraiment indépendant parce que les chercheurs, de toutes les façons, ils sont soumis aux appels d'offres, donc ils sont soumis à la doxa, même si ils ont un esprit indépendant. Et donc les préprints, ça avait commencé déjà à prendre beaucoup d'importance avec Internet, et là avec la Covid, ça a pris de plus en plus d'importance, c'est-à-dire que maintenant il y a même des articles qui sont jamais publiés officiellement après avoir relu, mais qui sont cités, qui servent à faire avancer la recherche. Donc il y a quand même une petite ouverture, mais qui est limitée, quoi. Et puisque par exemple des scientifiques qui publiaient régulièrement avant la Covid dans des revues, maintenant ils essuient des refus. Par exemple Alexandra Orienco, Giorgio Muccelli, les revues dans lesquelles elles publient habituellement, elles ne veulent plus prendre leur publication. Voilà. Donc ça c'est vraiment fermé, quoi. Bon, des revues, il en existe des dizaines de milliers, hein. Et donc, comme je vous ai dit, les plus importantes, elles appartiennent à de grands groupes. Alors, vous avez tous entendu parler par exemple, The Lancet, avec la fameuse étude qui a montré prétendument que l'hydroxychloroquine était inefficace et toxique. Alors, on sait maintenant, ça a été su tout de suite, très rapidement, que les données avaient été complètement inventées. Mais ça n'a pas empêché que cette étude, elle soit toujours citée, et que la revue, surtout, soit citée comme une des meilleures revues scientifiques en médecine, quoi. Il y a aussi le New England Journal of Medicine qui a publié beaucoup d'études douteuses et qui est toujours à la tête des revues scientifiques. Alors je voudrais quand même parler du British Medical Journal, qui est aussi une très grande revue britannique, et elle, qui a été une des plus honnêtes, avec en particulier son éditeur Peter Doshi, qui a critiqué la gestion de la pandémie dès le début. Et cette revue, elle laisse s'exprimer des médecins et des chercheurs, ou même de simples citoyens, lorsqu'ils ont un article intéressant à proposer. Donc, elle laisse s'exprimer. Donc, et je pense qu'il y a certains articles qui sont très abordables pour le grand public et les thérapeutes. Et si vous maîtrisez pas l'anglais, il y a la possibilité d'utiliser les traducteurs automatiques comme DeepL, qui sont vraiment très très efficaces. Donc voilà, il y a encore quelques revues qui sont assez honnêtes. Alors, il y a des revues qui sont indépendantes, mais comme je vous dis, elles sont jamais vraiment indépendantes complètement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas de labo, je peux pas faire d'expérience, donc je me suis posé des questions et j'ai essayé d'y répondre justement en regardant les publications scientifiques qui sont maintenant accessibles, contrairement à ce qui se passait avant, où c'était dans des bibliothèques universitaires, ou alors il fallait payer très cher pour les avoir. Maintenant, il y a très peu d'articles qu'il faut payer. La plupart sont accessibles gratuitement. Donc c'est un pas en avant. Après, évidemment, on croule sous les publications. Il y en a des centaines de milliers sur la Covid, donc on peut pas tout lire. Et donc aussi, je lis les documents officiels. Je pense que chacun peut le faire, ça, les documents, la HAED, la FDA, donc la Food and Drug Administration, toutes ces agences, c'est long, c'est fastidieux, mais déjà on peut les lire et voir les incohérences qu'il y a. Comme tout le monde a pu voir les incohérences de la politique sanitaire au cours depuis 3 ans. C'est faisable par tout le monde. Et puis bon, par exemple, la dernière question que je me suis posée, c'était pourquoi les enfants et beaucoup d'adultes finalement sont pas malades de la Covid.
eh bien, ça dépend beaucoup du système immunitaire et de l'inflammation, et en fait de l'état basal de leur système immunitaire et de leur état d'inflammation. Et pour ça, contre ça, on peut lutter avec des moyens de prévention et puis des moyens thérapeutiques aussi, mais qui sont pas cités dans la doxa officielle. Voilà, donc on peut arriver à partir de ce qui est publié, avec du temps, avec de la patience, à tirer quand même des informations importantes, intéressantes. Alors pour ça, il faut savoir lire les articles. Alors les journalistes, eux, ils lisent le titre et puis le résumé et la conclusion. Et encore, ça c'est déjà le mieux qu'on peut attendre d'eux. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est le professeur Raoult qui l'a dit, mais moi j'avais déjà remarqué ça depuis pas mal d'années, c'est qu'en fait souvent les titres ne correspondent pas au résumé, le résumé correspond pas à la conclusion, et alors carrément dans les résultats, et surtout dans les résultats bruts, et le matériel supplémentaire, c'est carrément l'inverse de ce qui est écrit dans le titre et le résumé. Donc il faut aller chercher au fond des résultats, et même des fois c'est pas vraiment écrit. Vous avez un tableau avec des choses qui sautent aux yeux, mais c'est pas écrit, parce que si vous l'écrivez, vous publiez pas. Et puis il faut aussi aller voir les liens d'intérêt des auteurs. Ça c'est important. C'est toujours en tout petit ou alors dans des pages en plus. Et quand on voit qu'ils sont payés, leur recherche, qu'ils sont pas forcément payés eux-mêmes, mais que la recherche est sponsorisée par des grands groupes d'industrie pharmaceutique ou des grands groupes de big data ou quoi, bah là vous pouvez déjà poser des questions, quoi. Et alors un exemple de différence de contradiction entre le titre, le résumé et les résultats, c'est le professeur Mathieu Millon à l'IHU qui l'a donné sur une étude sur les médicaments qui étaient actifs dans la Covid. Eh bien, dans le résumé, on parlait pas du tout de l'hydroxychloroquine. Par contre, dans les résultats, il y avait des résultats très nets qui montraient qu'elle était très efficace et pas toxique. Voilà. Donc ça, c'est typique. Donc quand moi souvent je publie sur Twitter des petites analyses courtes parce que c'est Twitter, c'est court, d'articles, et puis il y a toujours une espèce de grincheux troll qui vient dire mais non, il n'y a pas ça dans le résumé. Bah oui, évidemment, il n'y a pas ça puisqu'il y a le contraire de ce qu'il y a dans les résultats. Donc évidemment, quoi, c'est facile, quoi. Alors, il y a là, vous savez qu'il y a des sujets de plus en plus tabous aujourd'hui, donc la Covid, les vaccins, et par exemple, pour publier sur les vaccins, il faut écrire une petite phrase magique au début, les vaccins sont sûrs et efficaces, et après, dans les résultats, au fin fond des résultats, vous pouvez montrer le contraire, qu'ils sont toxiques et inefficaces. Et enfin, vous pouvez, avec des certaines limites, quand même. Alors, pour le partage d'infos entre les scientifiques, il faut savoir qu'au début de la crise, il n'y a pas eu trop de censure, finalement. Ce qui nous a permis, en fait, de nous repérer, nous, entre nous, parce qu'on a publié. Et puis, l'État aussi l'a repéré, l'État et les big data, ils ont repéré les scientifiques critiques et ils ont pu commencer à les interdire. Parce qu'au début, par exemple, le professeur Raoult, le professeur Perrom, le professeur Toussaint, Laurent Toubiana, par exemple, hein, ils s'exprimaient assez librement sur les médias, puis bon, ils ont été censurés, quoi. 5 minutes, voilà. Et donc, pour le partage d'infos à l'étranger scientifique, il faut écouter la présentation de Juliette Rocher à l'International Covid Summit en fin mars, où elle a expliqué qu'il y avait des réseaux de scientifiques qui s'étaient créés au début non, c'est pas à l'International Covid Summit, c'est au congrès de l'EMSIP, je me suis trompée. Il y avait des réseaux de scientifiques qui s'étaient créés au début de la Covid, mais c'était impossible d'aborder les sujets qui étaient de controverse, quoi. Donc finalement, les scientifiques critiques, comme nous, comme elle, ils se sont rabattus sur des réseaux critiques comme Info Covid, l'EMSIP, François, voilà tout ça, quoi. Et aussi, vous devez le savoir, les scientifiques qui sont en poste, ils sont tous intimidés, on les menace, on les empêche de parler. Les médecins aussi, on les empêche de parler. Et donc, je voulais aussi dire que ce qui était important, très important, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire de nous permettre de nous rencontrer physiquement, parce que en vidéo, en fait, on se rencontre virtuellement, et ça nous permet pas c'est vraiment pas la même chose, quoi. Là, c'est vraiment super de pouvoir se rencontrer là, comme on l'a fait à l'ICS grâce à Vincent en particulier à Marseille, et puis ici aussi, voilà. Et alors après je vais juste finir sur le partage d'infos entre les scientifiques, les médecins et le grand public. Donc pour ça il y a les réseaux sociaux, sauf que ça a été rapidement censuré. En mai 2019 il y a eu un accord Facebook-Macron pour censurer, pour faire de la France une espèce de pays pilote dans la censure des réseaux sociaux, et on a vu donc l'augmentation de la censure, puis ça continue encore.
Bon, les réseaux, LinkedIn, bon, moi, on m'a viré de LinkedIn, c'est difficile. Twitter, on a encore un peu le droit de s'exprimer, mais on est enfermé dans une bulle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller nous chercher pour nous trouver. Bon, Facebook, c'est fini. YouTube, Google, c'est fini. On est censuré, quoi. Voilà, sauf les directs du CSI, heureusement. Alors, qu'est-ce qui reste? Voilà, Info Covid, le CSI, François, l'Info du jour, c'est pas mal comme site. Voilà, c'est un journaliste indépendant à la retraite. Bon, les blogs de Jean-Dominique, Covid Up, Covid Factuel de Gérard Maudru, voilà. Et voilà, donc là, c'était pour finir, voilà. Ça, c'est bon. Et voilà, pour finir, quand même un petit mot d'Asport, c'est que le rapport de l'OPEX, donc de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, où ont pu parler Vincent Emmanuel et d'autres scientifiques, il a quand même conclu qu'il fallait qu'il y ait des chercheurs indépendants qui participent à la pharmacovigilance. Bon, ils ont conclu ça. Est-ce que ça se fera? On ne sait pas. Et donc, ce que je voulais finir par dire, c'est répéter ce que je vous dis, c'est que chacun peut prendre connaissance des rapports officiels, de certaines publications. Il faut juste du temps. Il faut toujours remettre tout en question, même de notre côté, hein. Du côté des scientifiques critiques, il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. Il faut toujours tout critiquer, quoi. Et puis, tout le monde peut donc prendre connaissance des rapports officiels et puis comparer avec ce que dit la presse et voir qu'en fait, c'est relever les contradictions, quoi. Alors moi, ce que je proposais pour l'avenir, bon, je sais pas, c'est un peu illusoire, peut-être un peu idéal, ça serait que nous, le CSI ou d'autres, ou Info Covid, on crée une espèce de revue scientifique indépendante où on puisse écrire chacun des articles et puis se faire évaluer par des pairs, soit des scientifiques critiques, soit même des scientifiques qui sont dans les institutions, mais qui, de toute façon, ils le feraient de façon anonyme, comme ce qui se fait pour les revues officielles. Et donc, on pourrait peut-être créer une revue indépendante. Voilà, il faudrait un peu des fonds, il faudrait, par exemple, qu'elles soient en français et en anglais, pour qu'elles soient internationales. Voilà, c'est une idée. Mais déjà, voilà, je pense peut-être vous avoir donné des pistes pour vous informer. Voilà. Merci. Merci beaucoup Hélène. On fera tout pour que, évidemment, en plus des vidéos, on puisse vous passer les liens, toutes les infos qu'Hélène a pu citer, parce que ça va vite, et les noms des sites, etc. Évidemment, vous n'avez pas le temps de tout noter, mais tout ça sera intégré au replay. Est-ce que vous voulez... Oui, peut-être. Merci beaucoup Hélène de parler de ce sujet-là, parce que la création du savoir et la création de la vérité est un enjeu important aujourd'hui. Et la création du mensonge et de l'ignorance est un enjeu encore plus important. Vincent en avait parlé pour la question des industries du tabac pendant des années. Et le maintien du doute, le maintien de on sait pas trop, c'est pas sûr, a permis pendant 80 ans de continuer à faire fumer les GI, de faire fumer les femmes enceintes, etc. sans aucun souci. Et donc il y a une injection permanente dans la science d'une fausse science. Et alors c'est intéressant, c'est que pour le Covid, vous avez eu, je crois que j'ai cité Al-Emzib, mais il y avait à l'époque 278 000 articles qui avaient été publiés en 2 ans sur le Covid. J'imaginais le bordel, quoi. Comment faire là-dedans pour trouver son chemin. Et puis, en plus, si vous êtes un scientifique ou un médecin spécialisé dans un certain domaine, vous êtes capable de lire une partie de la littérature scientifique, mais parfois pas le reste. Alors, je crois qu'un des enjeux pour vous, pour essayer de comprendre qui peut être vecteur de bons conseils, c'est aussi les gens qui sont pluridisciplinaires. C'est une grande chance du Conseil scientifique indépendant, c'est d'avoir des mathématiciens comme Vincent, des modélisateurs comme Emmanuel, des statisticiens comme Pierre, des anthropologues, des médecins qui ramènent, c'est pas passé comme ça dans la réa, etc., qui ramènent au réel. Parce que sinon, vous pouvez vite tomber dans un autre écueil, qui est celui des fact-checkers et des zététiciens. Peut-être vous avez entendu parler de cette secte, parce que c'est une secte dont le gourou vient de tomber pour viol et harcèlement sexuel. Donc les zététiciens, vous devez être bien conscients de qui ils sont. C'est ceux qui font tous les articles de fact-check, de fact news, de check news, de anti-fake science ou je sais pas quoi. Ces gens-là sont payés de manière très importante par les fondations Bill et Melinda Gates, par la fondation Soros, par les États, pour aller vous dire ce que vous devez penser.
et ensuite le publier dans les médias. Donc peut-être un premier warning, c'est dire les médias, mais vous le savez ici, hein, les médias ne vous disent que de la merde. Voilà, point. Ça c'est bien. Et mais il y a un enjeu intéressant derrière cette idée de zététique et de fact-check quand même. Cette ambiguïté hein, dont je vous fais part, c'est à partir des cendres du système ou des propositions qui sont faites par ceux qui veulent le tenir ou l'amener à un certain endroit, il y a quelque chose d'intéressant. C'est si là vous allez à 600 sur Captain Fact, sur un sujet quelconque, donc Captain Fact, c'est un site participatif en ligne pour aller fact-checker des datas dans une interview, dans un truc comme ça. En fait, vous prenez le pouvoir sur Captain Fact. Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, il est tenu que par quelques-uns. Et c'était la proposition d'Idriss Aberkan, dont vous avez peut-être vu parler, l'idée du recheck. De dire, vous avez un rôle à jouer aussi, d'aller démonter les mensonges des médias, d'aller démonter les mensonges des fact-checkers, parce qu'en fait, on a une force de frappe à nous tous qui est très largement supérieure à celle qui est mise en place par le pouvoir. Parce que c'est que de l'argent et quelques tarés. Le capitaine... c'est pas... Mais le chef des fact-checkers du monde, c'est un spécialiste en jeux vidéo. C'est un spécialiste de Mario Bros. C'est ça, sa spécialité. Et il vient nous expliquer ce qu'on doit penser sur des articles de réanimation ou de thérapeutique. Mais on est dans une inversion, une perversion complète des compétences. Et je crois que c'est un des enjeux aussi à signaler, c'est que peut-être tout le monde n'est pas capable de comprendre la littérature scientifique. Et il faut vous le dire, les médecins, dans leur immense majorité, ne sont pas capables de comprendre la littérature scientifique aujourd'hui. Parce qu'ils ne lisent que le titre, la manchette et l'abstract, et la conclusion, comme l'a dit Hélène, et donc ils concluent à tort des choses, et surtout il y en a tellement qui font confiance. Ils font confiance à la Haute Autorité de Santé, ils font confiance à la Direction Générale de la Santé, ils font confiance à l'ordre des médecins. Sauf que ces instances-là sont complètement corrompues, hein, au sens qu'elles sont en train de mourir vraiment. Et il n'y a pas besoin de corrompre tout le monde dedans. L'immense majorité des gens qui sont dedans sont plutôt des gens bien, qui cherchent le bien commun, la vérité. Il n'y a besoin que de corrompre celui qui va signer à la fin. Et l'exemple de l'approval de la FDA pour les vaccins pour les enfants est frappant. C'est-à-dire que tout est dit dans le fait que ça va pas. Mais à la fin, il y a quand même le coup de tampon. Et donc ça aussi, ça doit nous indiquer quelque chose. Nous devrions être par nature méfiants vis-à-vis de nos institutions. Et c'est un des grands blocages, un des grands murs de verre qu'il y a eu dans cette histoire. Vous racontez à vos amis, à votre famille ce qui se passe et vous dites « Non mais quand même, le gouvernement ne voudrait pas du mal. » Je raconte la même chose à mes amis russes ou algériens, ils rigolent. Ils disent « Mais bien sûr que si. Ils sont là pour avoir le pouvoir et pour avoir l'argent. Bien sûr qu'ils veulent ton mal. Et tu dois les surveiller. » On a lâché la bride à ces gens-là, on doit la reprendre.